Donc, bonjour à tous et bienvenue. On va commencer donc ce webinaire sur la simulation de la qualité de l'air intérieur avec Indalo dans Pléiade. Donc, bonjour à tous. La plupart d'entre vous, même tous, ont leur micro coupé. Donc, on va vous demander de le laisser couper si vous voulez bien pendant le temps du webinaire. Euh, je, on aura un temps à la fin pour des questions et pour des discussions. Vous pourrez, pendant la durée de la présentation, interagir, poser des questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure sur la zone de chat, la zone de discussion. Voilà. Donc, pour ce webinaire, on a la présence de Maxence Mendez, la d'Octopus Lab, donc la société avec qui on a développé ce logiciel-là. Je vais lui, je vais lui laisser la parole pour qu'il introduise le propos, le webinaire, et puis je reprendrai la main un petit peu après pour la partie démonstration. Voilà, il y a encore quelques gens qui se connectent, je vais les faire entrer au fur et à mesure. Voilà, Maxence, je te laisse la parole. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc, comme Eduardo le disait, on va commencer par une petite partie de présentation un petit peu de contexte de qualité d'air et de ce que fait Indalo, ce que c'est, avant de passer à la démo. Vous voyez bien toutes mes slides défiler ou pas? Oui, Ouais, c'est bon, ouais. Ouais. super. Hop là, par la qualité d'air intérieur, je vais parler un petit peu de contexte, définition de ce que sont les polluants de l'air intérieur, etc., de réglementation, et de ce que opérationnellement on peut faire dans des bâtiments, et ce que nous, en particulier, chez Octopus Lab, on développe et qu'on après on distribue en partenariat avec Izuba. Donc, pour la qualité d'air intérieur, le contexte, c'est en gros un problème de santé publique. La qualité d'air intérieur, la qualité d'air en général, c'est un problème de santé qui cause 9 millions de décès par an dans le monde. Donc, la distribution entre air intérieur et air extérieur, elle est à peu près 50-50. Dans les pays, on va dire, de l'OCDE, on se retrouve à passer 90-95% de notre temps à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est quand même la pollution à laquelle on est le plus exposé. Il y a une problématique aussi euh, de, de prise de conscience des Français. Donc, il y a 86% des Français qui déclaraient vouloir améliorer leur qualité d'air intérieur. Ça, c'était avant le Covid. Donc, je pense que le chiffre continue à monter. On commence à avoir de la réglementation qui arrive, principalement sur les établissements qui reçoivent du public sensible, donc jeunes publics, enfants, et ça a vocation à évoluer vers finalement tous les publics, avec des décrets qui vont venir les uns après les autres pour élargir le périmètre de cette réglementation. Donc les typologies de polluants rencontrés dans l'air intérieur, on peut les classer par origine. Moi, j'aime bien les classer entre polluants plutôt d'origine extérieure ou plutôt d'origine intérieure, et les classer on va dire, par catégorie en termes plutôt de sciences. Donc, il y a les polluants physiques, chimiques ou biologiques. Les polluants biologiques, c'est les pollens, les moisissures, tout ce qui est allergène qui proviennent d'animaux, animaux domestiques, acariens, qui peuvent causer des troubles sur la santé. Polluants chimiques, donc plutôt gaz issus des pots d'échappement des véhicules ou issus d'émissions internes du mobilier. Ça peut être juste le CO2, le CO, le CO2 qui provient tout simplement aussi des gens qui respirent. Hein. Monoxyde de carbone, processus de combustion mal contrôlé. Ceux-là, ils sont à la frontière entre chimique et physique. Et polluants physiques, ça peut aussi bien être de l'amiante, du radon, qui est un gaz radioactif qui provient des sols granitiques, qui va être emmené par transfert depuis le sol jusque dans le logement, par exemple, et particules fines qui peuvent venir de multiples sources comme cheminée d'usine, gaz d'échappement, processus de combustion d'une chaudière, fumée de cigarette, voilà, tout un tas de process. Plutôt d'origine extérieure, quand les gens à l'intérieur ont on va dire un peu de source de particules fines, ils ne brûlent pas d'encens, ils ne brûlent pas de bougies, ils ne fument pas, mais ça peut aussi bien être du coup de source intérieure. Alors voilà, ça c'est pour la typologie des polluants et d'où ils viennent. Les effets sur la santé, ils sont très différents aussi. Donc on peut avoir on distingue en général exposition courte ou exposition long terme. Ce qui diffère, c'est en gros
Voilà, une crise d'allergie, c'est court terme. Vous êtes allergique aux acariens, vous respirez beaucoup d'acariens, vous avez une crise d'allergie, c'est court terme. Le benzène, qui fait partie des composés organiques volatiles, il ne vous fait pas une réponse immunitaire rapide, mais par contre, si vous êtes exposé pendant 10 ans à des concentrations trop fortes de benzène, vous avez une probabilité de développer une leucémie. Donc voilà, globalement, c'est toute la palette d'effets sur la santé. Ça va de ça, d'une crise d'allergie, d'une irritation des yeux ou de la gorge, jusqu'à des cancers. La viande, c'est pareil, c'est des effets plutôt cancer, etc. Voilà. Donc après, moyen de remédiation, c'est ventiler ou purifier ou amoindrir des sources de polluants. On y reviendra sur maintenant comment on peut évaluer ces moyens de remédiation et comment on peut prendre des décisions. Voilà, ce petit schéma, ça résume un petit peu ce que nous, on traite plutôt avec Indalo et Indalo Supervision. On, on est là pour faire de la prévision de ce qu'il va y avoir comme polluant dans un bâtiment et on ne peut pas traiter, on ne traite pas la présence d'animaux domestiques dans un bâtiment parce que on est là pour faire de la décision en conception de bâtiment. On ne peut pas encore traiter le radon parce qu'on n'a pas une cartographie suffisamment précise du risque radon en France. Elle est à une échelle trop grosse maille et nous, on ne veut pas trop s'en servir pour l'instant parce que c'est assez sensible comme sujet. Mais voilà, donc on va traiter des composés organiques volatiles issus du mobilier, des matériaux, des peintures, le formaldéhyde, qui est un des composés organiques volatiles que vous allez retrouver dans le logement. Mais celui-là, il a une réglementation spécifique. C'est un cancérigène probable et il se retrouve dans 95% des matériaux et 95% des logements audités en France. Particules fines, oxyde d'azote, ozone, qui se retrouvent à l'air extérieur et qui vont passer dans le bâtiment par infiltration, par ventilation. Le benzène, qui est plutôt du coup devenu un polluant d'air extérieur aussi, parce qu'il va être issu de mauvaise combustion dans les moteurs thermiques et qui va passer à l'intérieur. À l'intérieur, il est censé plus y avoir de source de benzène parce qu'il a été interdit dans les matériaux de construction et dans tous les produits grand public, on va dire, depuis quasiment une vingtaine d'années. Donc, il n'est plus censé y avoir en air intérieur des sources de benzène. Donc, le contexte réglementaire, pourquoi on fait de la qualité d'air intérieur? C'est pour la santé des gens, mais la bonne volonté, ça ne peut pas toujours suffire. Donc, du coup, il y a de la réglementation, il y a des certifications et labels qui aident à valoriser cette envie de faire des choses bien. Alors, le contexte réglementaire, pour parler de polluants de l'air, il y a des définitions, des valeurs guides en air intérieur, du coup, c'est ce qui est décrit là. Vous aurez tout ce PowerPoint, hein, donc si vous n'avez pas le temps de tout lire, ce n'est pas très grave. Une valeur guide en air intérieur, concentration sous lesquelles aucun effet sanitaire ou nuisance, blablabla, n'est attendu pour la population générale, en l'état des connaissances actuelles. Ça veut dire que ces valeurs guides, elles peuvent évoluer dans le temps. On dit, pour le formaldéhyde, une valeur guide, c'est 100 microgrammes par mètre cube. 5 ans après, on se rend compte que finalement, c'est un cancérigène probable, même à des concentrations plus faibles. La VGAI passe à 30. Voilà. Une valeur limite, c'est plutôt des valeurs données sur de l'air extérieur. C'est un niveau à atteindre dans un délai donné, blablabla. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et les valeurs cibles, c'est les valeurs qu'on aimerait atteindre et qui sont plutôt des valeurs qui vont devenir réglementaires à terme. Donc, la valeur cible pour formaldéhyde, par exemple, c'est 10 microgrammes par mètre cube pour l'instant. C'est plus élevé que sa valeur guide actuelle. Ça veut dire qu'à l'avenir, cette valeur cible va devenir la valeur guide. Et ça permet à la fois d'avoir une valeur à laquelle se tenir pour le réglementaire, et ça permet aussi au maître d'ouvrage de se projeter dans à quoi son bâtiment va devenir réglementé, à quoi son bâtiment va être exposé en termes de réglementation dans les années à venir. Et donc, ça lui permet de faire un peu de surqualité maintenant, mais pour être dans les normes à l'avenir. Et donc, une grosse réglementation ventilation qui avait quand même pour but du coup de ventiler les bâtiments. Et ça va en faveur de la qualité d'air intérieur. Donc, cette réglementation ventilation, c'est la même à laquelle vous êtes confronté pour la partie énergétique et thermique. Il y a des débits réglementaires en fonction du type de bâtiment, en fonction du nombre de pièces à vivre quand il s'agit d'un logement, en fonction du nombre d'occupants, en fonction d'un usage de la pièce. Enfin, voilà. Bref, ça, je ne vais pas vous le réapprendre et on n'a pas le temps ici de le détailler. Un petit résumé de ce qu'il y a comme valeur guide en France. Formaldéhyde, il y a une valeur, du coup, depuis janvier 2015 à 30 microgrammes par mètre cube. Elle deviendra 10 microgrammes par mètre cube en janvier 2023. Et comme je vous disais, la valeur cible actuelle du formaldéhyde, c'est 10. Et donc, ça deviendra la VGAI plus tard. Le benzène, on est à 2 microgrammes par mètre cube. Il n'y a pas d'autre valeur cible. Le but étant de dire que moins il y a de benzène, mieux c'est. Et on veut tendre vers zéro. Et on le fait en interdisant le benzène dans les produits de construction.
Il y a des valeurs limites pour les polluants plutôt d'air extérieur, ozone, oxyde d'azote, particules fines, etc. Je parle quand même de ces valeurs limites-là parce que si vous êtes amené à travailler avec un maître d'ouvrage public qui est il vous consulte pour construire une école sur sa commune, donc vous allez lui parler de ses valeurs guides à l'intérieur, mais en fait, lui, via la loi LOR de fin 90, il est aussi responsable de l'ozone, de l'oxyde d'azote sur sa commune, et des particules fines, etc. Donc du coup, il peut être amené à comprendre que si on s'intéresse à ces polluants-là dans son bâtiment, c'est aussi parce que c'est une extension de sa responsabilité, quoi. Donc, comment on applique le contexte réglementaire en France? Il y a un plan de surveillance obligatoire de la qualité d'air dans les ERP petite enfance, crèche, école. Comme je disais, ça va être amené à aller vers d'autres bâtiments. Il y a un étiquetage obligatoire des matériaux de construction et du mobilier. Ça, je l'ai barré parce que le décret d'application n'est jamais venu. Donc, loi Grenelle Environnement sous Borloo-Sarkozy dit voilà, il faut réglementer les émissions de polluants par les matériaux de construction et le mobilier sur une dizaine de COV, avec des valeurs qui sont différentes en fonction de leur toxicité et de leur risque sur les populations. On le définit. Le décret d'application, il est venu sur les matériaux de construction, donc peinture, isolation, plaque de plâtre, enfin n'importe quoi qui va servir à construire un bâtiment possède cette étiquette. Le mobilier devait être soumis à la même chose, le décret n'est jamais venu. Du coup, on a très peu d'infos sur ce qu'émettent les éléments de mobilier dans des logements, c'est un peu dommage. Voilà. Indice de confinement lié aux concentrations de CO2 dans une pièce. Il y a un indice qui a été défini par le CSTB et qui est là pour un peu caractériser le confinement dans des pièces en termes de CO2. Donc, en gros, ça calcule le temps que les gens passent dans des niveaux trop élevés de CO2, plutôt appliqué à l'école. Donc le CO2, ce n'est pas quelque chose de cancérigène ou qui va créer des allergies, mais ça plutôt, c'est l'effet, j'ai passé 8 heures en réunion dans une pièce de 10 mètres carrés alors qu'on était 15. Vous l'avez déjà tous vécu. C'est baisse de la concentration, maux de tête. Voilà. C'est de l'efficacité au travail, c'est des capacités cognitives et ça impacte aussi la réussite scolaire des enfants. Il y a des études, il y a des recherches qui ont été faites avec un panel aléatoire d'élèves qui ont le même niveau moyen. On met la même évaluation dans une pièce ventilée et dans une pièce non ventilée. Et sur une théorie des grands nombres, on arrive à montrer qu'il y a un écart de niveau moyen de la classe dans laquelle il n'y avait pas de ventilation. Donc, ce n'est pas anodin et ça permettrait d'aller vers du mieux aussi. Donc, l'étiquetage, il concerne ces polluants-là. Je ne vais pas vous le détailler, mais vous l'aurez plus tard. Donc, il y a le formaldéhyde, dont on parle tout le temps en qualité d'air intérieur. Il y a les COV totaux, qui sont une espèce de famille de polluants. Donc, c'est tous les composés organiques volatiles qu'on peut retrouver. Et il y a tout un tas d'espèces spécifiquement nommées, avec des valeurs guides qui varient quelque part entre 10 microgrammes par mètre cube pour être A+, en formaldéhyde et 1000 pour le triméthylbenzène ou pour les COV totaux. Voilà, les certifications et labels vous aident aussi à valoriser la qualité d'air intérieur. Donc, quand vous faites un bon boulot en qualité d'air intérieur, si c'est sur du logement, vous pouvez le valoriser dans le label intérieur, dans le NF Habitat HQE, un petit peu dans Minergie aussi. Sur les bâtiments plutôt tertiaires, etc., il y a tous les labels en parlent, HQE, BREEAM, LEED, etc. Et sur le bâtiment occupé, WELL ou Osmose ont aussi des volets air intérieur. Donc, c'est aussi un moyen de valoriser votre travail. Donc nous, spécifiquement, ce qu'on fait sur l'air intérieur, on a développé Indalo. Donc sur 2013-2016, moi j'étais chercheur, je travaillais sur un projet de recherche qui était financé par l'ADEME, qui s'appelait Mermaid, et qui avait pour but de répondre à la question, est-ce que la qualité de l'air dans les bâtiments basse consommation est différente des passoires thermiques? Donc le but, c'est de se dire, les bâtiments basse consommation sont très étanches, la ventilation, elle est contrôlée mécaniquement, elle ne peut pas se faire à travers les défauts d'étanchéité. Donc, est-ce que les niveaux ne seraient pas différents ou les polluants différents parce que les matériaux différents des passoires thermiques? Donc, on va voir ça en faisant des campagnes dans des logements. Et moi, mon job, c'était de développer un modèle qui permettait de comprendre ce qui se passait dans les mesures. Pardon, j'ai dit logement, c'était plutôt des écoles sur lesquelles on avait travaillé, en tout cas ERP. Et donc, du coup, le modèle, il devait prendre les infos qu'on avait sur le bâtiment, simuler la qualité d'air intérieur et comparer avec ce qu'on avait mesuré sur site. La comparaison, elle servait à voir si on avait des sources manquantes de polluants,
des process qu'on ne comprenait pas dans le bâtiment qui créaient des polluants ou qui les détruisaient. Donc, du coup, on a introduit toute la chimie de l'air intérieur qu'on avait à l'état des connaissances en 2016. Donc, on inclut 2000 réactions chimiques entre les polluants et des oxydants. On inclut des processus de dépôt pour les gaz ou pour les particules dans les pièces en fonction des surfaces. On inclut des processus d'interaction avec la lumière. On inclut la filtration par les éléments filtrants de la ventilation. On inclut tout un tas d'éléments. Et du coup, ça nous a permis de plutôt bien comprendre ce qui se passait dans les bâtiments. Comme ça fonctionnait bien, on a décidé de créer Octopus Lab pour que cet outil passe à l'opérationnel. Et on a par la suite développé Indalo, qui est la brique Inca Indoor, plus des bases de données avec quel est l'air extérieur autour de votre bâtiment, quels sont les polluants émis par vos matériaux que vous avez choisis, et des interfaces pour pouvoir utiliser ce modèle de façon assez simple. Et donc, parmi ces interfaces, il y a forcément le module QAI d'Izuba. Depuis, on a développé un module qui s'appelle aussi Indalo et Covid. Donc, au lieu de parler d'émissions de matériaux, émissions de polluants par les matériaux, on parle plutôt d'émissions de particules qui contiennent des copies ARN du SARS-CoV-2 dans l'air. Et ensuite, on évalue comment se transfèrent ces gouttelettes émises par une personne malade à travers le bâtiment et quel est le risque pour une personne saine d'inhaler ces particules et à partir de combien de particules inhalées elle peut tomber malade. On sait évaluer ça maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de biblio qui est sorti depuis le mois de mars et on a transposé ça dans le modèle pour pouvoir faire de l'évaluation de risque. L'évaluation de risque, ce n'est pas dire oui, vous allez tomber malade ou non, vous allez tomber malade. C'est plutôt trouver le mode de ventilation qui marche bien, le mode de filtration qui marche bien pour réduire le risque par comparaison de variantes. On est plutôt là pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le bâtiment et trouver une ventilation, par exemple, qui convient à évacuer le CO2 dans des pièces, minimiser le risque du SARS-CoV-2 et garantir à la fois je sais pas, un niveau de formaldéhyde conforme à la réglementation ici. Donc, tout ça, ça peut être traité en même temps du coup sur la maquette Indalo maintenant. Un tout petit point sur ce que devient après une maquette Indalo. Donc une maquette Indalo, ça sert à faire de l'évaluation de qualité d'air pendant la phase conception. Donc, on va choisir les matériaux, on va choisir les systèmes de ventilation, on va choisir l'occupation des bâtiments et on projette ce qui va se passer dans le bâtiment occupé de la même manière que vous faites une ESTD pour projeter ce que devient tout un contexte de performance énergétique de votre bâtiment. Et ben là, vous faites ça sur Indalo, mais de la même façon que votre STD en conception peut servir à faire de la garantie de performance énergétique après, par exemple avec Amapola, vous pouvez évaluer les consos en temps réel, etc. Et ben Indalo Supervision, ça fait la même chose sur l'air intérieur. Indalo Supervision, c'est on va refaire des simulations dans un bâtiment occupé en fonction de remontées d'infos de capteurs de qualité d'air et de mise à jour temps réel de la météo et de l'air extérieur. Et donc, ça permet d'avoir la qualité d'air à venir sur les 24 heures qui vont suivre d'un bâtiment. Et ça, on le réactualise toutes les heures pour pouvoir piloter en temps réel un bâtiment pour garantir sa qualité d'air. Donc, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'il y a en garantie de performance énergétique, mais appliqué à la qualité d'air. Et donc, notre outil Indalo devient Indalo Supervision quand on veut, quand on a par exemple un contrat conception, réalisation, exploitation, maintenance. La même maquette peut être transférée vers l'exploitation. Voilà, donc l'usage d'Indalo, c'est du logement. Les études classiques qu'on fait nous, que font nos utilisateurs, c'est par exemple un focus sur le CO2, formaldéhyde des particules fines. C'est en gros quel est le confinement dans les chambres, dans le séjour, donc on fait le CO2. Niveau de formaldéhyde, ça va être faire les bons choix de matériaux de seconde œuvre. Et niveau de particules fines, c'est souvent est-ce qu'on a besoin de mettre une double flux filtrante dans ce logement-là? Donc la comparaison avec et sans filtre donne des réponses. La comparaison simple flux versus double flux donne des réponses. Voilà, on fait des études en simulation pour le label intérieur parce que on travaille avec le label de temps en temps et nos simulations en valeur d'exemple, en valeur de preuve sur une étude et donc ça permet de valider des choix. Avec NF Habitat HQE, enfin avec Cercal, on a fait des campagnes de validation de nos simulations et on a défini un indice de qualité d'air avec eux qu'on pousse aussi maintenant dans Indalo.
En logement, on fait aussi de la rénovation. On a des études avec des bailleurs sociaux qui vont faire des rénovations énergétiques des logements sociaux par l'extérieur. Et donc, on fait des campagnes de mesures dans des logements, on réinjecte les mesures dans les simulations pour valider qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura vendu les enveloppes étanches. Est-ce que les niveaux vont monter? Est-ce que la ventilation est suffisamment performante pour ne pas être remplacée? Ce genre de choses. Petite enfance, forcément, c'est très moteur sur l'air intérieur aussi. C'est à peu près le même focus, plus les COV totaux. On fait de l'assistance à conception. On travaille notamment avec la ville de Paris sur soit des bâtiments livrés qui ont eu des désordres, soit des bâtiments neufs sur lesquels on veut s'assurer qu'on fait les bons choix de matériaux. On va vers la garantie de performance exploitation aussi avec supervision. Et sur le tertiaire, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on s'intéresse un peu moins au formaldéhyde parce qu'il n'est pas réglementaire. On est plutôt COV, CO2, PM. Donc COV pour les matériaux à l'intérieur, PM pour l'air extérieur, CO2 pour l'occupation des locaux. Et on fait sinon la même chose que dans le reste des bâtiments. Voilà, je suis arrivé au bout de ce que je voulais expliquer. Je n'ai pas trop détaillé ce que faisait Indalo finalement parce que Eduardo va le faire pendant 20 minutes. Donc voilà, je vais te passer la main. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre sur le chat parce que je pourrais y répondre en temps réel maintenant. Et après, j'en reparlerai à l'oral peut-être après la démo. Voilà, merci à vous. Merci, merci Maxence. Alors du coup, je vais vous montrer comment se matérialise du coup cet outil dans l'interface Pléiade. Voilà, ça va être une petite démo sur cette partie-là. Je vous ai ouvert du coup là un projet d'exemple. C'est un groupe scolaire, hein, vous voyez, qui a été saisi dans le modeleur avec 6 classes et puis des pièces un petit peu annexes. Et puis donc je vais vous montrer sur cette partie-là quelles sont les saisies en fait spécifiques à ce calcul Indalo, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme information. En plus de la partie géométrie hein, du bâtiment qui, elle, pourra être commune, bien sûr, avec votre saisie, avec la saisie que vous faites pour la thermique. Donc, la première information à renseigner, ça se trouve ici au niveau donc, du module Indalo. Oui, vous avez un module supplémentaire. Au niveau de votre projet, en fait, vous avez une zone, une localisation à bien renseigner. Alors, elle est importante pour le calcul Indalo parce que elle va permettre de mobiliser la base de données des polluants de l'air extérieur. Voilà, donc en fonction du lieu que vous sélectionnez, l'information sur la pollution extérieure sera récupérée depuis la base de données interne à l'outil. Voilà, donc vous mettez les coordonnées GPS. Alors vous savez que vous pouvez même maintenant, depuis pas très longtemps, on a intégré à Pléiade un lien avec une cartographie OpenStreetMaps. Donc, vous pouvez éventuellement chercher aussi une adresse et puis la récupérer les données GPS via ce moyen-là. Donc ça, c'est la première chose, la localisation pour les données de pollution extérieure. Ensuite, il va y avoir tout ce qui concerne les pollutions, les émissions de polluants liées aux matériaux. Alors pour ça, ça va se passer au niveau de la bibliothèque projet. Et donc, les émissions de polluants ont été couplées avec la saisie d'une part des états de surface et d'autre part des menuiseries. On va le voir juste après. Donc, au niveau des états de surface, vous allez voir apparaître un petit onglet supplémentaire ici, vous voyez, avec des pollutions, des émissions de polluants à saisir. Alors, je vais le faire là pour celle-ci. La peinture blanche. Je vais venir dans Indalo ici. Et donc là, je vais un choix. Alors, vous voyez, il y a deux champs possibles. Alors, on va commencer par le premier à la finition. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs types de... Là, je suis dans la base de données, en fait, qui est la base de données d'Indalo, hein, des émissions de polluants qui sont disponibles, avec différents types de matériaux qui peuvent émettre des polluants. Et pour à chaque fois, on a trois types de sources de données, des virtuels, des génériques et des produits. Alors, les virtuels,
Ce sont des émissions en fait qui sont des émissions un peu oui, virtuelles, justement, comme leur nom l'indique, où en fait on se place au niveau d'émission limite d'une catégorie, de la catégorie de classe d'émission de polluants du matériau en question. Donc si je mets une classe A, ben, je suis juste au-dessus de la limite juste au niveau de la limite pour devenir classe A, A+, etc. Donc, dans un premier temps, vous pouvez partir sur des éléments comme ça pour regarder un petit peu en fonction de la classe visée, quel sera le résultat. Dans un second temps, vous pouvez aussi utiliser des données dites génériques. Alors là, les données génériques, c'est une vaste base de données aussi qui reprend en fait des résultats de mesures d'émissions de polluants diverses et variées. Alors, vous avez à chaque fois la source un petit peu de cette étude. C'est une analyse un peu en état de l'art qui avait été fait au démarrage du projet, du développement du projet, pour regarder un peu quelles étaient les sources disponibles d'émissions de polluants. Donc là, ça peut permettre aussi de comparer de manière générale un type de matériau à un autre type, indépendamment de la marque et du produit. Et donc, voilà, ça donne un peu le ton pour la suite. C'est que vous avez aussi maintenant de plus en plus de matériaux, de produits pour lesquels, là, ce sont les industriels eux-mêmes qui ont fait leurs mesures et qui sont entrés donc en relation avec les équipes d'Octopus pour mettre à disposition dans la base de données les émissions de polluants de leurs produits. Donc là, vous avez vraiment le produit avec sa marque directement. Voilà. Donc là, par exemple, je vais prendre un produit, voilà, une peinture algo. Voilà, je prends un produit, peinture algomat, que je vais appliquer ici à la finition. Alors, si vous avez vous-même des données qui vous sont données par un industriel qui ne sont pas présentes dans la base, ça peut être possible de les ajouter. C'est-à-dire vous pouvez les communiquer là, à Octopus et puis ils peuvent les ajouter dans la base pour que vous puissiez les utiliser. Voilà. Et à terme, il y a même une gestion un peu individualisée d'une base de données personnelle qui est envisagée. Vous avez vu aussi qu'il y a deux champs disponibles, un pour la finition, un pour la sous-couche, ce qui permet éventuellement de prendre en compte les émissions polluantes à la fois donc du produit de finition, de la peinture, la plupart du temps, ou d'un enduit, et de la sous-couche, par exemple la plaque de plâtre ou le revêt ou la plaque de Fermacell ou autre. Voilà, donc les émissions des deux produits seront dans ce cas-là pris en compte avec bien sûr l'émission de la sous-couche qui prendra en compte à minima la présence d'une finition par-dessus cette sous-couche. Voilà, donc on fait ça pour les états de surface et donc en fonction de là où vous avez saisi cet état de surface, là il a été saisi de manière assez globale, vous voyez ici au niveau des données de construction, pour toutes les faces internes on a peinture blanche, donc pour tous les murs côté intérieur, et puis pour tous les plafonds on a couleur lisse blanc, donc là pour toutes ces surfaces-là, ça sera ces émissions-là qui seront prises en compte. Ici. Et puis ensuite, le deuxième endroit où on saisit des émissions, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des menuiseries. Là, au niveau des menuiseries, vous avez aussi pour les portes et pour les menuiseries des émissions qui vont être prises en compte. Donc là, ça a été fait pour la porte, ça n'a pas été fait pour la fenêtre, je vais le faire. Donc je fais un double clic pour éditer, je vais dans Indalo ici. Et puis, je viens sélectionner, là encore, vous voyez, cette fois-ci, j'ai produit et virtuel. Je vais prendre une fenêtre avec peu d'émissions, fenêtre zéro émission. Voilà, vous avez quelques informations ici sur la source de la donnée et puis sur le niveau atteint par le produit. On n'a pas de détails là sur les émissions de chaque polluant. On pourra en discuter tout à l'heure avec Maxence éventuellement sur cette question-là du détail de chaque produit. Voilà, alors pour les fenêtres, il est important aussi donc, de saisir donc, les émissions de polluants. Donc ça, là, on a fait le tour pour la partie émissions de polluants. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est qu'il va y avoir dans le moteur de calcul Indalo, il y a aussi un calcul de la ventilation. On va avoir du coup les échanges d'air entre l'extérieur, l'intérieur, à travers les pièces. Donc, ça va nécessiter de ressaisir complètement la ventilation du bâtiment. Alors, c'est un mode de saisie et un calcul du coup qui est distinct des calculs qu'on fait aujourd'hui dans Pléiade. Donc, c'est vraiment un calcul complètement à part qu'on n'a pas pu coupler pour le moment, en tout cas, au calcul, par exemple, aérolique qu'on fait dans la STD de Pléiade. Donc, vous avez des informations à saisir qui vont servir au calcul, qui vont servir spécifiquement au calcul Indalo. Par exemple, pour la fenêtre, on va utiliser son ouverture, par exemple, ici. Donc, je vais
je vais double-cliquer pour en saisir une. On a une ouverture ici à sélectionner, donc je vais la prendre ici. Donc j'avais préparé ici une ouverture. Voilà, l'ouverture de cette fenêtre en été. Alors vous voyez que les ouvertures pour Indalo, elles sont, elles peuvent être de trois types, soit toujours ouvertes, soit utilisant un scénario. Voilà. Donc là, j'avais créé un scénario d'ouverture l'été, on pourra aller le regarder éventuellement. Ce scénario, on peut le voir ici. Voilà. J'avais mis une ouverture, vous voyez, une ouverture à 100% la nuit, pendant la semaine, et normalement, c'était pendant l'été, théoriquement. Je ne sais pas si je l'ai corrigé ou pas, mais ça a l'air d'être sur toute l'année. Il aurait fallu le faire seulement pendant l'été. Voilà, donc bien penser à saisir les ouvertures, c'est important aussi pour le calcul de ventilation. Toujours dans la bibliothèque, on va utiliser aussi, même si là, il n'y a pas spécialement une saisie spécifique à faire là, on va utiliser la ventilation mécanique. Donc, la description de la ventilation mécanique va rentrer en ligne de compte aussi dans le calcul de ventilation qui est fait par Indalo. Donc, on va utiliser les caissons de ventilation. Là, il n'y a pas d'information spécifique Indalo, vous voyez, qui apparaît ici. La seule info, c'est qu'on va récupérer le fait que c'est une ventilation type simple flux. Là, il y a une extraction simple flux dans les sanitaires et une centrale double flux pour la gestion des salles de classe. Voilà. Et donc, une fois que vous avez saisi, préparé ça en bibliothèque, au niveau de la ventilation, donc vous allez du coup récupérer ici dans votre saisie, donc dans l'arborescence projet, dans le module Indalo, vous ajoutez vos groupes de ventilation, hein, comme on fait en RT ou en STD. Et puis, donc, quand vous faites appel à une ventilation simple flux, à l'objet bibliothèque ventilation simple flux, il va vous poser quelques questions supplémentaires là, qui ici sont spécifiques à Indalo. Alors d'abord, le scénario de ventilation, vous voyez, ça c'est une spécificité qui diffère du coup du calcul de ce qu'on fait en STD habituellement. Les scénarios ne s'appliquent pas aux zones thermiques ou aux bouches. Là, c'est au niveau du groupe de ventilation qui va s'appliquer. Et puis cette modulation du débit introduite par le scénario va ensuite s'appliquer du coup au débit de chaque bouche. Donc là, on a un scénario qui avait été préparé, par exemple, pour le... je vais choisir. On avait préparé pour la simple flux, la VMC des sanitaires, donc un scénario de ventilation permanente, 100% du temps, fonctionnement à 100%. Et par contre, pour la salle de classe, on a un scénario qui va être différent. Ici, on avait préparé un scénario avec une ventilation seulement de 7h à 18h, voilà, pendant la semaine. Voilà, on aurait pu prendre éventuellement une valeur de 20% en inoccupation, mais là, on a choisi de laisser une valeur à 0 en inoccupation. Pour les ventilations double flux, vous avez vu qu'on vous demande également un scénario de recyclage. Ça, c'est dans le cas où vous avez un recyclage de l'air extrait. C'est-à-dire que si une partie de l'air extrait est réinjectée dans l'air soufflé, s'il y a du recyclage, donc il faut bien évidemment le prendre en compte pour prendre en compte le fait que les polluants intérieurs vont être renvoyés dans le circuit. Si vous ne mettez rien ici, tout l'air extrait est supposé être rejeté à la sortie de la double flux. Voilà, donc là, ça vous a permis. Alors, oui, quelque chose que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on peut prendre en compte une filtration éventuelle au niveau de la prise d'air neuf. Donc, avec différents niveaux de filtration qui peuvent être pris en compte. Donc, on a la ventilation centrale. Ensuite, reste à décrire du coup les ventilations pièce par pièce, les bouches de ventilation. Donc, ça va se passer ici au niveau du plan, dans l'onglet des ventilations, ici, dans la feuille des ventilations. En même temps que vous allez décrire vos ventilations pour la STD, la RT, etc., le dimensionnement, vous avez aussi là, là on a activé que la ventilation Indalo, mais donc vous avez un mode de saisie de ventilation en plus, une information pour les bouches de ventilation supplémentaires. Vous allez pouvoir décrire des bouches de soufflage ou des bouches de reprise que vous connecterez à une centrale. Donc là, par exemple, je vais dire, je vais souffler 2 fois 100 mètres cubeurs dans chaque salle de classe, par exemple, éventuellement avec une filtration. Donc on peut faire comme ça, vous voyez, ça ressemble à ce qu'on fait en STD. Et puis je vais avoir une reprise également dans chaque salle de classe. Voilà, on peut faire ça.
Et alors, vous avez peut-être vu aussi que dans le cas du coup d'une bouche de reprise, on peut éventuellement avoir soit un débit qui est autoréglable, donc qui sera constant, soit un débit qui pourrait être régulé selon un polluant donné. Donc, vous allez pouvoir éventuellement avoir des bouches qui vont être modulées en fonction de l'humidité relative, par exemple, ou en fonction d'un seuil de CO2, ou en fonction d'un niveau de COV totaux. Voilà, donc là, vous pourrez décrire de manière simpliste dans un premier temps une modulation, donc avec un seuil mini qui correspondra à un débit mini et un seuil maxi qui correspondra à un débit maxi. Il est question de pouvoir éventuellement ici aussi, dans les évolutions de l'outil, de pouvoir récupérer directement une configuration ici qui correspondrait à une vraie gestion ou une vraie régulation produite par les fabricants. Donc les fabricants puissent se renseigner directement ces paramètres-là, que vous puissiez les récupérer. Voilà. Donc on a cette possibilité de régulation aussi selon un polluant, donc que ce soit CO2, humidité relative ou COV totaux. Voilà pour les bouches de ventilation. Donc les extractions là, côté sanitaire avaient été faites. Et puis si on est dans le cas d'une ventilation simple flux, on peut aussi saisir des entrées d'air. Il y en a quelques-unes qui ont été saisies ici. Même principe pour les entrées d'air. Elles peuvent faire l'objet d'un scénario et elles peuvent éventuellement être aussi régulées selon un polluant. Voilà. Voilà pour les saisies de ventilation. Donc, vous voyez, une saisie complémentaire à ce qu'on fait déjà qu'en termes de saisie de ventilation sur les autres calculs, mais enfin avec des objets qui sont quand même proches et qu'on reconnaît. Ensuite, dans la feuille ici, Indalo, vous avez donc quelques saisies supplémentaires aussi. La première ici correspond à quelle pièce on va faire le calcul. Ok, là, le calcul est fait partout. On doit saisir les occupants ensuite. Voilà, ça, c'est important. C'est important d'autant que du coup, donc, ces occupants, bien sûr, vont permettre de prendre en compte les émissions de CO2, de COV éventuelles et d'humidité par les occupants. Et puis, la chose qui est importante à dire ici, c'est que du coup, on a des scénarios qui vont être saisis cette fois-ci par pièce et non pas par zone thermique. Donc, c'est des scénarios qui ressemblent tout à fait aux scénarios qu'on utilise en STD. Seulement, il faut les ressaisir. Il faut les ressaisir par pièce. Alors, vous savez qu'en STD, on les saisit par zone. Alors, il n'y a pas encore de couplage entre les scénarios STD et les scénarios pièces, mais c'est quelque chose qu'on envisage éventuellement aussi pour éviter la double saisie. Voilà, donc là, on a des occupants qui sont mis par pièce. Il y a un champ ici, un objet là, une palette qui permet de décrire les émissions liées au mobilier, mais comme le disait Maxence tout à l'heure dans sa présentation, comme il n'y a pas encore comme les arrêtés n'ont pas été pris sur la réglementation d'émissions de polluants des meubles, du coup, il n'y a pas de données industrielles, il n'y a pas de données d'émissions, et du coup, il n'y a pas grand-chose à mettre dans la palette ici, donc c'est quelque chose que vous utiliserez plutôt peu. Et voilà. Et du coup, c'est tout pour la saisie. Donc, on a positionné le bâtiment avec ses coordonnées GPS pour avoir les pollutions extérieures. On a indiqué les émissions de polluants des matériaux ici au niveau des états de surface et des menuiseries. On a redécrit toute la ventilation, que ce soit ici au niveau des centrales et des bouches de ventilation ici. On a indiqué les occupants. Donc, on a la saisie complète pour faire le calcul. Voilà, c'est une saisie qui est relativement courte finalement. Donc, au niveau du calcul, ça se passe ici. Donc, ce qui est important à dire, c'est qu'un calcul, c'est un calcul qui ne se fait pas sur votre poste, c'est un calcul qui se fait dans le cloud, sur les serveurs, donc sur des serveurs hébergés par Octopus. On fait un calcul sur une semaine, en fait, pas sur une année complète. Donc, vous pouvez choisir ici votre semaine. On pourra en discuter un peu dans les questions, mais pour choisir la semaine, voilà, on peut prendre en compte une période d'été qui sera peut-être plus impactante pour les pollutions extérieures type ozone et une période d'hiver qui sera plus impactante pour des pollutions extérieures de type particules fines, par exemple. Voilà, donc, mais ça se fait sur une semaine. On peut prendre en compte l'âge des matériaux, voilà, à 1 mois ou supérieur à 1 an, une fois un certain régime établi atteint. Et puis, donc, pour lancer le calcul, il vous faudra, dans un premier temps, vous connecter. Voilà. Donc, au moment où vous achèterez ou vous obtiendrez une licence pour l'utilisation du logiciel Pléiade, vous aurez aussi des codes
vous connecter du coup au système de calcul, enfin, au serveur d'Octopus. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous allez lancer votre calcul. Alors le calcul est pas très long, hein. C'est bon, comme on se limite à une semaine, du coup là, vous voyez, sur cette école-là, on a un ordre de grandeur de 15 minutes de temps de calcul. Et donc, une fois qu'on a lancé ce calcul, on va obtenir des résultats. Alors, au niveau des résultats, ce que je peux vous montrer, donc on les obtient ici au niveau d'une synthèse dans l'application résultat. Donc, vous avez des valeurs moyennes, par exemple, d'un polluant, pièce par pièce. Valeur moyenne, valeur mini, valeur maxi. Vous pouvez aussi... Alors, il y a différentes choses qui permettent de visualiser de manière un peu plus intéressante ces résultats-là. La première chose, donc, c'est la visualisation en plan. Comme on le trouve dans d'autres résultats maintenant, vous avez aussi des résultats en plan ici dans la feuille Indalo. Vous allez pouvoir voir en fait en plan sur tel ou tel polluant les résultats obtenus sur une échelle de performance, en fait, sur un niveau de performance. Ce niveau pouvant être éventuellement personnalisé avec des seuils qui ont été mis en fonction de la réglementation sur un niveau bon, correct, modéré ou mauvais. Donc, là, par exemple, pour le CO2, on a plutôt des forts niveaux de CO2 dans les salles de classe. Sur d'autres polluants, ce sera peut-être plus valable. Voilà, sur le formaldéhyde, on est peut-être un petit peu mieux. Donc ça, c'est une manière visuelle de voir un peu vos résultats sur le projet. Voilà, pour continuer à analyser un peu, vous pouvez aller ensuite toujours dans les graphiques au niveau des sorties. Vous avez un diagramme très intéressant qui est les contributions. Voilà, par exemple, sur cette salle de classe-là, vous voyez, dans cette variante, dans cette salle de classe, sur le polluant formaldéhyde, je peux voir du coup quelles sont les sources, quelles sont les contributions. Donc là, les formaldéhydes, ils viennent d'une émission, là, ça, je pense que c'est le sol, l'émission qui a été prise pour le sol. Là, c'est l'émission qui a été prise pour le mur et le plafond. Et puis, il doit y avoir quelque part aussi, ça doit être la porte, je crois, qui a été prise. Donc voilà, par exemple, les sources. Donc là, éventuellement, sur une source, sur la source majeure, par exemple, on pourrait dire, tiens, là, il y a peut-être un effort à faire ou un gain à faire sur, par exemple, celle-là plutôt qu'une autre. Après, autre chose intéressante, c'est qu'on a aussi des graphiques qui permettent de voir un peu l'évolution horaire des différents polluants, ce qui permet de voir un petit peu les dynamiques à l'œuvre dans ces émissions. Alors là, j'avais préparé quelques graphiques. Voilà, on a par exemple ici, on peut le mettre un peu plus gros. On a par exemple ici la concentration en CO2 dans une salle de classe. Donc là, on voit très bien que la concentration en CO2, effectivement, c'est lié aux occupants. C'est vraiment lié aux 4 jours d'occupation de cette salle de classe. Donc si on voulait faire des progrès là, il faudrait peut-être ventiler plus ou autre chose. Voilà, on a vu que le niveau était plutôt élevé dans la salle de classe, donc il faudrait sûrement ventiler plus. Autre sortie intéressante aussi, c'est là on a mis, alors par rapport à la pollution liée à la pollution extérieure, on a par exemple les particules fines. Donc là on a mis les particules fines, donc PM2,5, dans la salle de classe ici en vert. Alors, je vais faire comme ça dans un premier temps. Dans la salle de classe en vert et à l'extérieur en rouge ici. Donc là, on voit aussi qu'il y a une certaine corrélation avec l'occupation et on voit que on est quand même moins impacté qu'à l'extérieur, donc on a une pollution moins importante à l'extérieur. Il se trouve que dans cette variante-là, on avait une filtration F7. Et donc on a refait le calcul. Alors, il me semble qu'il y a peut-être une petite différence autre, mais un calcul, si on ne prend pas en compte la filtration, du coup, sans filtration, on voit qu'on est beaucoup plus proche du coup du niveau de pollution extérieure, même parfois on peut même le dépasser. Voilà, donc c'est intéressant aussi d'analyser ça, on peut aussi avoir dans les sorties le ratio entre pollution extérieure et pollution intérieure qui permet de quantifier aussi un peu la qualité de la filtration ou des dispositifs qui ont été mis en place pour se protéger de la pollution extérieure. Donc voilà pour ce petit tour sur les résultats. Il y aurait sûrement d'autres choses à montrer aussi, mais c'est un premier jet. Voilà, j'ai terminé du coup pour cette partie démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas vu beaucoup de questions passer dans le chat. Est-ce que vous avez des interrogations Ils sont plus sages que la semaine dernière. Oui, c'est vrai. J'avais juste, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas.
Oui. Euh, Ouais, j'avais juste une question en fait. Est-ce que la localisation de la bouche d'entrée d'air pour la ventilation mécanique est prise en compte? C'est-à-dire, en fait, je m'explique, par exemple, dans un hôtel particulier à Paris, au lieu de prendre de l'air neuf qui est côté voirie, si on le prend dans une cour intérieure, est-ce que c'est pris en compte dans le logiciel ou pas? je me permets de répondre. Sur Indalo tel que vous l'utilisez, pour l'instant, non. Sur un besoin particulier, parce que vous avez des infos entre front à rue et cour intérieure, parce que vous avez fait une mesure et vous voulez qu'on s'en serve, on peut réinjecter ça dans la simu. C'est un truc que j'ai moins dit du coup pendant la présentation, mais en fait, il y a pas mal de fonctionnalités qui existent sur Indalo, mais qui ne sont pas encore sur l'interface. Et donc, typiquement, euh, ça, c'est un truc qu'on sait faire nous. Donc, si vous avez lancé une simulation, vous nous recontactez en disant, bah, moi, en fait, sur ma simulation numéro 2536, je voudrais qu'en fait, les données air extérieures, ce ne soient pas celles de votre base, mais ce jeu de données-là, parce que je les ai. Vous nous les transmettez sur un format très défini sur Excel et on les réinjecte dans votre simu, on la relance et vous récupérez vos résultats comme ça. C'est le genre de truc qu'on peut faire en fait, puisqu'on est en cloud et qu'on a du coup nos serveurs avec vos simulations dessus. Donc, Ok, ça marche. Et après, j'avais deux autres questions. C'est sur la semaine de calcul. Du coup, c'est une semaine entière, c'est-à-dire 24 heures sur 24, ou c'est seulement pendant la période d'occupation que vous prenez on, fait, l'évolution mesurée? on fait un calcul sur 9 jours. Du coup, on initialise sur 2 jours et ensuite on calcule la qualité d'air minute par minute du lundi minuit jusqu'au dimanche 23h59. Ok, ça Du coup, marche. c'est tous ces résultats-là que vous aurez. Ah non, pardon. On fait le calcul minute par minute, mais pour pas transférer trop de data, on vous renvoie un point toutes les 10 minutes. Donc vous avez 6 points par heure fois 24 heures fois 7 jours. Ok. Donc, ce que je veux dire, oui, c'est pas seulement par la période d'occupation, c'est tout le temps. C'est pendant toute une période. Ah, bien sûr. Et juste, j'avais juste une dernière question par rapport à la certification HP bâtiment durable. Je ne sais pas si vous devez être au courant, mais dans la V4, il y aura certainement, pour la qualité de l'air, un calcul à réaliser. Et du coup, on servirait d'un logiciel du type Indalo. Et je voulais voir avec vous, parce que dans ce référentiel-là, il faudra prendre en compte le mobilier. Est-ce que vous envisagez du coup de faire quand même une base de données un peu générique, parce que, vu que la certification va au-delà quand même de la réglementation, ou pas? Pensez à une base de données générique. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais là, par exemple, si on va dans le mobilier, en fait, faut le saisir nous-mêmes. Non, non, non. En fait, le mobilier, pour l'instant, comme Eduardo disait, il y a très peu de données à disposition. Et on va rentrer des éléments mobiliers, mais plutôt par famille. En gros, on va vous dire, c'est une table en mélaminé ou Ok. ou c'est une table en bois massif, des choses comme ça, mais on va vraiment avoir du mal à avoir des partenariats fabricants. Alors qu'à l'inverse, sur les matériaux de construction, peinture, sol, colle, etc., on arrive à avoir des partenariats et quasiment maintenant, en moyenne, on a 4-5 nouveaux fabricants par mois qui arrivent dans la base. Donc, si vous suivez juste notre page LinkedIn, vous allez voir qu'on a quand même pas mal de fabricants qui arrivent, mais parce qu'ils avaient déjà les données. Ils ont eu à Ok. les faire pour avoir l'étiquetage. Du coup, après, on noue un partenariat avec eux. Mais le mobilier, on leur pose la même question, mais ils nous disent, bah, nous, on n'a pas les données et on ne va pas euh, payer 5-10 000 euros pour tester nos mobiliers alors qu'on n'est pas obligé de le faire, quoi. C'est là où c'est difficile d'avoir des données mobilières. Ok, ça marche. Merci. Sur le lien avec les certifications environnementales, je signale un document là, qui avait été produit par Octopus. On l'a mis sur le forum là, des utilisateurs de Pléiades. Je vais vous envoyer le lien là, via le chat. Sur notre forum, là, il y a un fil de discussion qui essaye de tenir un peu à jour un point un peu sur ce qui est demandé dans les certifications environnementales en général et qui peut être traité par nos logiciels. Donc là-dessus, vous voyez apparaître des choses sur la performance énergétique, le confort, etc. Et on a rajouté qualité sanitaire de l'air avec un lien donc, vers ce document-là
qui a été fait par Autobus. Voilà. Donc normalement, là-dedans, vous trouvez aussi, en fonction de différentes certifications, ce qui est demandé et dans quelle mesure est-ce que le calcul permet d'y répondre. C'est bien ça, Maxence? Oui, c'est ça. C'est exactement ça d'ailleurs. Du coup, ça, on le met à disposition des utilisateurs. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vais essayer d'y répondre à l'oral. Comme ça, ce sera plus, Alors, existe-t-il des jeux de données par défaut? Je ne sais pas sur quelle partie, mais du coup, sur par exemple les matériaux, le côté virtuel générique, puis jeu de référence produit, c'est un peu fait pour répondre à ça. Typiquement, si votre projet est très peu avancé, des fois, on veut juste valider faut-il des matériaux A+ partout? Et donc, dans ce cas-là, on peut tous travailler avec des virtuels pour se donner un cas du pire, on va dire le cas le plus défavorable, pour valider ce qui se passe dans le bâtiment. Ensuite, on peut passer aux données génériques parce qu'on se dit, bon, là, il commence à y avoir des choix qui vont être faits. On sait qu'on va partir sur un sol souple. On veut savoir si on part sur un sol souple type PVC ou caoutchouc ou autre chose. Et donc, on peut aller chercher les génériques comme ça. Et ensuite, vous avez validé ça, vous savez que vous aurez un sol souple, et là, vous testez si vous allez chez Gerflor ou chez un concurrent à partir de notre base de données de référence produit. Donc, c'est comme ça qu'on avance dans le préciser au fur et à mesure que le projet avance. Donc, les jeux de données par défaut, ce sera ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, n'hésitez pas à le... Pour un bâtiment type, non, non, pas vraiment du coup. Il n'y a pas le jeu de données d'un bâtiment type comme un BBC parce que le BBC, il parle de consommation énergétique, mais il ne parle pas de qualité d'air. Donc, il n'y a pas de bâtiment type BBC et qualité d'air. Il y a un bâtiment type BBC, il a peut-être des propriétés un peu standards sur la partie étanchéité à l'air, des choses comme ça. Mais après, l'archi, il peut choisir une peinture remplie de xylène, etc., ou une peinture à base d'algues, mais ça ne change pas le caractère BBC du bâtiment. Et pour autant, pour la qualité de l'air, ça change beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas trop traiter ça comme ça. Oui, en fait, c'est Alain Gavarche là qu'on connaît bien. Ouais, salut. Je pense qu'il faisait référence donc à quelque chose qui existe dans l'interface de Pléiade, qui est en fait des jeux de données par défaut, dans lesquels on a pré-enregistré des compositions et effectivement avec des données, avec des informations sur la thermique, quoi. Enfin, un peu préétablies, quoi, avec des niveaux BBC, passifs ou autres. Et voilà, bon, on n'a pas fait l'exercice, mais on pourrait s'amuser à faire l'exercice en se disant, on pourrait prédéfinir des niveaux qui s'appelleraient, du coup, il faudrait rajouter une couche à ce qu'on a déjà fait, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait dire, là, j'ai un jeu de données qui s'appelle ITI, BBC, béton, plus finition performante, par exemple, ou finition peu émissive, ou finition très émissive. Enfin, voilà, c'est plus, ça pourrait être fait. Mais on n'a pas fait l'exercice pour le moment. De la même manière, on n'a pas fait l'exercice pour les données ACV, par exemple. On pourrait aussi s'amuser à le faire pour les données ACV, mais on ne l'a pas fait. Question suivante, est-ce qu'on a les résultats des débits au cours de la semaine de calcul? Alors, on ne vous donne pas les débits bouche par bouche, passage d'air par passage d'air. On donne le taux de renouvellement d'air de la pièce en volume par heure. Ça, vous pouvez le consulter. On n'a pas raffiné le résultat. On ne renvoie pas le résultat à l'échelle des éléments de passage d'air ou des équipements. On a fait le choix dans Indalo de renvoyer que des résultats liés aux éléments pièces. Donc, du coup, ça nous limite à renvoyer ça. Donc, si vous savez ce que vous avez mis dans votre bâtiment, vous pouvez à peu près voir si vous avez votre bon renouvellement ou pas. Et je pense que de toute façon, ça ferait doublon avec la partie aérolique que vous gérez, non Oui. Pardon, vous renvoyez élément par élément. Oui, on peut renvoyer élément par élément, mais du coup, je pense que la question, c'était d'arriver à voir le fonctionnement réel d'une ventilation qui serait régulée justement sur un polluant, par exemple sur le CO2 ou sur les COV, et de voir du coup comment est-ce qu'on porte vraiment heure par heure et éventuellement pouvoir déterminer du coup ses consommations, etc. Alors, nous, pour faire ça, on affiche deux échelles. On en met une avec le CO2 et une avec la ventilation. Si par exemple, on est en train de réguler en termes de CO2, et on voit hyper bien de toute façon la progression de la ventilation en fonction de ça.
voilà, cet exemple-là, c'est juste calé de façon horaire. Et c'est modulé que par des effets un petit peu de conditions extérieures, mais sinon, c'est des créneaux, quoi. Mais si on affichait CO2 et la ventilation, le taux de renouvellement de la pièce qui possède une bouche régulée en fonction de CO2, on s'en apercevrait super bien. Mmh. Par contre, on ne calcule pas les cons. Ça, c'est un truc qui arrivera un jour, mais c'est pas encore. Oui, peut-être quand on aura un peu plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous disais en introduction, on a un peu séparé, enfin, le calcul ventilation qui est fait chez nous, côté STD, voire calcul aérolique, il est complètement distinct du calcul ventilation qui est fait dans le moteur Indalo. Peut-être qu'on arrivera peut-être un jour à les coupler un peu mieux, et à ce moment-là, on pourra peut-être mieux voir du coup l'effet sur les consommations de ces modulations sur le polluant, sur le CO2. Ouais. Alors, nous, à l'échelle Octopus, on avait déposé un projet avant de nouer ce partenariat avec Izuba sur trouver des méthodes d'optimisation entre le besoin de performance énergétique et le besoin de qualité d'air dans un bâtiment, aussi bien en conception qu'en exploitation, mais essayer de mettre une échelle commune à ces deux problèmes, parce que si on fait de la qualité de l'air, on va peut-être avoir tendance à dire ventiler beaucoup, mais ça va rarement avec le besoin de performance énergétique. Alors du coup, on va essayer de trouver une échelle qui permet de trouver un compromis entre tous les objectifs. Et ça va passer par définir une méthode et petit à petit trouver des moyens de coupler notre outil de façon un peu plus imbriquée avec des outils énergétiques. Donc, ça va être l'occasion aussi d'aller vers ça et du coup que l'outil Pléiade soit encore un peu plus pertinent, quoi. Voilà. Pardon, excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est Alain Gavarche. J'ai une question sur le couplage. Comment est organisé le couplage? Est-ce que c'est un couplage fort? Et si c'est le cas, est-ce que les calculs thermiques se font avec le même pas de temps que le calcul des concentrations de polluants? Actuellement? Oui. Alors, actuellement, chez Izuba, vous faites un calcul thermique ou aérolique sans que ça concerne Indalo. Chez Indalo, il y a un calcul aérolique et qualité d'air qui est très couplé, mais il n'y a aucun lien pour l'instant avec l'énergétique. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas lié. Donc en fait, il n'y a pas de couplage avec le calcul thermique. Non. Pas pour l'instant. Pour l'instant, non. C'est lié au fait que les outils ne sont même pas au même endroit, parce que le moteur de calcul thermique, il est sur votre poste, tandis que le moteur qualité d'air, il est chez nous. Enfin, c'est pas, vous ne pourrez pas calculer en temps réel ça et transférer les données de l'un à l'autre comme ça. Il faut que ça passe par... faut qu'on change un peu l'architecture de tout ça pour pouvoir faire ça. Le renouvellement d'air d'Indalo intègre-t-il la perméabilité? Alors oui, pour l'instant, la perméabilité, elle est fixée en version prod, on va dire, dans Indalo. Dans la version bêta, qui est du coup on va dire ce qui deviendra la prochaine version prod, on peut changer l'étanchéité de l'enveloppe. Elle est calée sur le même fonctionnement que dans Pléiade. On s'est calé dessus pour que du coup on puisse permettre à Pléiade de faire qu'une saisie pour deux moteurs. Et ce sera mis en prod quand on se sera validé chez nous et que l'interface sera à jour. Voilà. Peut-on faire un calcul EDL projet? Qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi, je ne comprends pas le EDL projet. Allô? Ouais, je ne sais pas, qu'est-ce que un calcul une base de données avec des valeurs de bâtiments existants. Pour la deuxième question, je peux répondre. Base de données de valeurs avec de bâtiments existants. Je ne sais pas. On est en train dans le cadre du projet là, sur la partie énergétique et qualité d'air, on va collecter l'ensemble des données des campagnes logement de l'OQAI pour analyser ce que vont devenir ces bâtiments-là dans le futur, si on les rénove, si on ne les rénove pas, avec le changement climatique qui va induire des nouvelles températures et une nouvelle qualité d'air. Le changement climatique, on parle beaucoup de température, mais la qualité d'air va changer aussi à cause justement des températures, etc. Donc nous, on va travailler là-dessus. Je ne sais pas si on peut en faire une
une base de données de bâtiments existants et si ça a un gros intérêt. Ça dépend de l'usage, en fait. Il faudrait vraiment que vous nous disiez ce que vous voulez en faire et on pourra y réfléchir. Mais voilà, je ne sais pas. Bon, sauf cette dernière question qu'on n'a pas compris, on a, on a fait un peu le tour. Est-ce que certains d'entre vous ont encore d'autres interrogations Bon. Ventilation naturelle, vous pouvez programmer dans l'interface des ouvertures de fenêtres à des heures, à certaines heures, etc. Donc, il y a pas de... Ça fonctionne, je pense, à peu près de la même façon que dans Comfy. Voilà, vous pouvez faire en sorte qu'une fenêtre s'ouvre ou se ferme en fonction d'une heure et du coup, on va tenir compte de ça à peu près. Ouais. Oui, avec un calcul différent de ce qui est fait en calcul aérolique, forcément, qui est, je pense, moins fin, parce que c'est vrai qu'en calcul STD aérolique, on prend en compte des données de vent, enfin, ouais, il y a des choses qui sont faites de manière un peu plus fine, quoi, mais bon, c'est pour On tient l'instant. des données de vent, Eduardo, chez nous, mais on n'utilise pas juste la même base que vous, mais on a Ok. température, humidité, vitesse, direction de vent sur l'extérieur et du coup PM, ozone NOx à l'extérieur aussi. Ben voilà, très bien. Bah, tu vois, ça permet de préciser. Très bien, merci. De rien. Mais effectivement, le fait d'unifier, utiliser la même base de données ensemble et coupler les outils, ça permettrait de comparer plus facilement des scénarios, alors que là, pour l'instant, on est encore un peu en train de regarder Oui. deux choses un peu différentes. Enfin, si on utilise par exemple de la ventilation naturelle, c'est un peu dur de comparer ce qui se passe en STD et dans Indalo. Si c'est contrôlé par la ventilation très fortement, alors du coup, les scénarios, ils se ressemblent très fortement. Ouais. Il n'y aura pas d'écart notable sur la partie aérolique, etc. Oui, bien sûr. Ok, bon, bah, on va peut-être s'arrêter là, du coup, si vous n'avez pas sauf s'il y a d'autres questions. Ah, si, encore une question. Ah, les plantes. C'est la deuxième sur les plantes. Alors, les plantes, on l'a déjà eu la semaine dernière. Les plantes, comment dire là, il y a un rapport de l'ADEME qui s'appelle, il y a un projet de l'ADEME pardon, qui s'appelait FITER, PHYT-AIR. Le projet FITER, c'est faire en labo des études pour voir si une plante permet de dépolluer l'air. Donc, ils ont injecté du benzène une chambre de simulation qui n'était pas très grande, c'est 50-100 litres. Donc, c'est un gros aquarium. Et avec une plante dedans, on injecte du benzène, on regarde s'il y a moins de benzène en sortie. Donc voilà, ils ont constaté qu'il pouvait y avoir un effet. Ce qui est ressorti, c'est que ce n'est pas la plante qui dépollue, c'est plutôt la terre et le microbiote dans la terre qui dépollue. La plante est là pour faire vivre ce microbiote et pas tant pour dépolluer. Donc voilà. Et ensuite, par contre, un calcul d'échelle pour passer de la pièce de la chambre de 100 litres jusqu'à un logement montre que pour avoir un effet significatif sur votre dépollution de l'air et sur vos concentrations de polluants, il faut globalement qu'il y ait, je pense, plus de 50% du volume de votre pièce qui soit occupé par des plantes et de la terre. Donc, ça veut dire globalement que sur un logement avec 2,50 m de plafond, ça veut dire que vous marchez sur 1,20 m, 1,30 m de terre pour avoir un effet notable sur votre benzène. Donc, globalement, il y a un effet, mais il est négligeable vis-à-vis de la concentration dans la pièce et de la quantité de plantes que vous pouvez mettre dans votre pièce aussi. Donc, voilà. Après, il y a des technos qui commencent à sortir où il y a des ventilateurs qui forcent le flux d'air à passer à travers le terreau et pas juste par diffusion de l'air. Ça permet du coup de gagner en efficacité. Ça commence à s'appliquer il y a des preuves de concept qui commencent à être
à sortir dans le métro parisien, dans d'autres lieux, mais pas pour du logement. Et après, il y a des choses avec de la micro-algue aussi. Enfin, voilà. Peut-on simuler un bâtiment existant dans Indalo, calculer l'impact d'une rénovation? Oui et non. La base de données sur les bâtiments existants, oui, on pourrait le faire avec la base de données OQAI là, qu'on va traiter. Nous, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on fait des mesures sur site avant rénovation et on projette le devenir de ces concentrations mesurées dans le cadre d'une rénovation. Typiquement, là, on a une opération en cours, ce que je disais avec un bailleur social. On fait une campagne dans un logement, occupé et un autre inoccupé. On a un niveau de formaldéhyde, un niveau de CO2, et du coup, on injecte ces mesures dans notre simulation pour comprendre quel est le niveau d'émission de formaldéhyde dans le logement, quel était le niveau d'émission de CO2 dans le logement. Et ensuite, on garde ces taux d'émission calculés, on refait une simulation, sauf que l'étanchéité a changé, la ventilation a peut-être changé, et on vérifie que les niveaux seront toujours OK. On ne le fait pas à partir d'une base de données générique sur des bâtiments existants, on le fait à partir de mesures sur site. Voilà. Mais vous pouvez le faire aussi, du coup. Donc, CO2. La dernière question, je pense, c'était par rapport aux plantes, Ouais, les Maxence. Sincèrement, je ne sais pas la quantité que peut absorber une plante, quantité de CO2 que peut absorber une plante. J'ai pas d'ordre de grandeur en tête. Ouais, je sais pas. Faudrait que absorber ou émettre, oui, en fonction de s'il fait jour ou nuit, effectivement. Non, je sais pas. Sincèrement, je n'ai pas d'ordre de grandeur en tête. C'est vraiment pas un sujet qu'on aborde dans Indalo et qu'on aborde de manière générale quand on parle de qualité d'air avec nos clients. Le sujet des plantes et passe après le choix de la peinture, après le choix de la ventilation, après pas mal d'autres questions, quoi. Ben, je peux me renseigner si vous voulez. Je vous renverrai un mail quand j'aurai 2-3 ordres de grandeur. J'ai trouvé là, j'ai regardé vite fait un lien sur l'étude FITER là dont tu as parlé là. Oui. J'ai mis un lien là. Je sais pas si c'est évoqué dedans ou pas. Pour regarder. Je crois pas parce que dans mes souvenirs, ouais, il y a biosurveillance et épuration. Donc ils ont testé l'épuration et biosurveillance, c'était est-ce qu'on peut suivre l'exposition à une mauvaise qualité de l'air en regardant l'état des feuilles? Parce qu'ils font Ok. ça, ils font ça en air extérieur et généralement ils utilisent des plants de tabac. Le tabac est hyper sensible je pense, à l'ozone et aux oxydes d'azote. Et D'accord. du coup, les plantes jaunissent très vite. Et donc, l'état de jaunissement des feuilles du plant de tabac est très significatif par rapport à l'exposition à Ok. l'ozone. Donc, il y a pas mal de villes qui en ont déployé pour valider ça. Mais par contre, sur les polluants de l'air, je ne sais pas. Enfin, de l'air intérieur, pardon. Ok, bah écoutez, je vous propose peut-être qu'on s'arrête là, du coup. On a écoulé là, notre heure un petit peu plus. On vous enverra du coup, suite à cette réunion, donc à ce webinaire, le lien là vers la présentation. Normalement, on a enregistré le webinaire aussi, donc on pourra le mettre en ligne éventuellement si vous voulez le partager aussi à des collègues éventuellement ou le revoir. N'hésitez pas du coup aussi à revenir vers nous si vous avez envie de tester un petit peu l'outil. On peut aussi facilement vous faire une licence d'essai sur le logiciel pour que vous puissiez vous faire prendre la main un petit peu dessus et regarder un peu comment ça fonctionne, faire quelques tests. Et puis voilà, on est à votre disposition aussi pour toute question complémentaire éventuellement, pas de souci. Merci à tous pour votre participation. Merci à Maxence pour tes réponses. Merci à vous. Merci pour les questions intéressantes. Et, à bientôt. À bientôt. Allez, bonne fin de journée à tous. Bon appétit. Au revoir.